Mars 1944. Nous arrivons en Roumanie, près de Ploiești, non loin de Bucarest. Notre rôle est de protéger les raffineries de pétrole. Foggia, la grande base américaine d'Italie, n'est pas si éloignée. Nous sommes donc à la portée de leurs bombardiers. Pour l'instant, les Américains sont occupés à pilonner les usines d'essence synthétique du Reich. Mais nous savons que notre tranquillité ne durera pas. À l'ouest, les rumeurs d'un débarquement allié sont inquiétantes. Mais pas autant que les dernières nouvelles du commandement de la Luftwaffe. Chaque escadrille doit fournir au moins 2 pilotes pour rejoindre des unités suicides. Tous, nous pensons que c'est le commencement de la fin. À quoi peut bien servir un tel sacrifice ? Finalement, 2 de nos pilotes se portent volontaires. Je dis à Silly, nous ne sommes pas près de les revoir. Un beau jour, les Américains arrivent en force. Des dizaines et des dizaines de bombardiers, accompagnés de chasseurs, viennent démontrer leur supériorité dans le ciel de Roumanie. Les bombardiers survolent l'Albanie puis la Serbie. S'ils viraient à droite, c'était vers Sofia. S'ils obliquaient à gauche, c'était pour Belgrade ou Budapest. Et s'ils continuaient tout droit, Ploiești. Dans cette vaste zone géographique, notre défense ne comprend qu'un seul groupe de chasse, soit, dans le meilleur des cas, entre 30 et 40 appareils disponibles. Dans ces conditions, de chasseurs, nous devenons souvent chassés. Un matin, je monte dans mon avion pour rejoindre un groupe au-dessus de Turnus-Severin, en compagnie de 2 équipiers. Mon mécanicien a remis en état mon appareil et révisé le moteur. Il m'a certifié que je dois pouvoir compter sur les 1350 chevaux de mon moteur et atteindre les 530 km/h. Nous allons voir ça. Noir 8, prêt au décollage. Noir 8, autorisé à décoller.
météo annonce un plafond à moins de 400 mètres. Nous devons voler en azimuth. Notre patrouille file à plus de 500 km/h à 50 mètres du sol. Mon mécanicien a dit vrai, le moteur est comme neuf. En dessous, des forêts, des prairies basses avec des haies, c'est là que la fatalité m'attend. Tout à coup, un bruit énorme. Instinctivement, je tire sur le manche, mais je vois le sol se rouer sur moi. Un énorme choc, et puis plus rien. Puis j'entends une voix. « Comment vous sentez-vous? Ne bougez pas. Vous avez eu un accident, on vous emmène à l'hôpital. » 2 semaines plus tard, la tête encore douloureuse de la commotion cérébrale due à l'accident, mon mécanicien me ramène à la base. En chemin, nous sommes allés voir l'épave de l'avion. Il me dit « Mon lieutenant, j'ai repensé à tout ça. Le jour où votre avion est sorti du hangar pour sa révision, il y avait des Roumains qui travaillaient dans l'atelier. Je n'ai aucune preuve, mais je pense qu'ils ont sans doute saboté votre avion. » Le lendemain, je suis à bord d'un Junkers 52 qui s'envole vers Berlin. C'est là-bas qu'on décidera de ma nouvelle affectation comme personnel au sol. Une semaine plus tard, c'est la percée russe et la capitulation roumaine, l'avance des soviets en Bulgarie, en Serbie, en Hongrie. Mon ancien groupe de chasse disparaît dans le néant.